Alors, 3 interventions vont suivre, donc, avec comme objectif de se baser sur des retours d'expérience, tout d'abord en Asie du Sud-Est avec le fleuve Mékong, ensuite dans l'océan Indien en mettant en avant toutes les problématiques environnementales, démographiques et économiques liées au territoire de Mayotte, et enfin à La Réunion dans la commune du Port, précisément où toute une logistique, pour ne pas dire une politique, est mise en place afin d'apporter une réponse aux enjeux climatiques, combinant amélioration du cadre de vie, résilience et bon sens populaire. Pour ce faire, permettez-moi d'accueillir M. Samuel Martin-Ruel. Vous êtes responsable eau et assainissement à l'Agence française de développement. Soyez le bienvenu. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Ronan Legoster. Vous êtes chef du bureau de gestion de l'eau au Conseil départemental de Mayotte. Merci d'être présent aujourd'hui. Et enfin, plus proche de nous, M. Olivier Waro, vous êtes maire de la commune du Port. Je vous remercie pour votre présence à ce séminaire. Monsieur Martin-Ruel, vous avez donc l'honneur d'introduire les discussions. Avec vous, il sera question de la gestion intégrée de la ressource en eau à l'échelle internationale, en prenant pour exemple le fleuve Mékong. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour à tous. On vous entend. Oui. Donc oui, ça commence là. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à participer à ces rencontres de l'eau. J'ai l'honneur, aussi la responsabilité d'initier la thématique. Alors, en vous faisant voyager un petit peu au-delà du territoire de la Réunion, sur les berges du Mékong. Pour commencer, juste quelques rappels. Je crois que c'est sur l'activité de l'AFD dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à l'international. Vous connaissez bien sûr mes collègues ici à La Réunion. Juste quelques éléments plus globaux. Bon, vous savez tous que l'AFD est une banque, mais une banque un peu particulière, une banque de développement. Et donc les outils de financement et les financements qui sont proposés appuient des projets qui visent l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, dans le secteur de l'eau, c'est l'ODD 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, et assurer une gestion durable de ressources en eau. Alors pour ça, différentes modalités de financement sont possibles. Vous en voyez plusieurs ici à La Réunion. Il y a des garanties de prise de participation plutôt pour le secteur privé, des prêts aux entreprises et aux autorités locales, donc ici, bien sûr, des subventions. Ici à La Réunion, c'est via le Fonds Outre-mer, et des prêts aux États. Alors pour donner quand même quelques ordres de grandeur, les prêts aux États, dans le secteur de l'eau, l'AFD, c'est 70% de l'activité. 20% sont les prêts aux entreprises et aux autorités locales, et le reste, près de 10% de subventions. En 2023, donc là, vous avez la primeur des chiffres 2023, puisqu'on les communique en général à l'occasion de la journée de l'eau. Donc c'est 1,8 milliard à l'échelle de la planète, avec des bouleversements quand même géopolitiques, puisque traditionnellement l'AFD appuyait majoritairement l'Afrique. Là vous voyez que les équilibres se déplacent. L'Afrique a une place toujours importante, mais l'Asie, l'Amérique latine, en tout cas en 2023, ont pris une place très importante, notamment via des prêts non souverains, c'est-à-dire aux autorités locales. Les Outre-mer, avec 50 millions, ont aussi toujours toute leur place, en particulier à La Réunion. Il y a un principe un peu fondateur des appuis de l'AFD dans le secteur de l'eau, c'est celui de la gestion intégrée des ressources en eau. Et ça a été déjà abordé en introduction de différentes manières. Alors, comme c'est la première intervention, permettez-moi juste de rappeler ce qu'est la gestion intégrée des ressources en eau, même si beaucoup d'entre vous connaissent déjà ça très bien. Il s'agit d'une gestion équilibrée entre 3 facettes de l'eau. La première, ce sont les usages de l'eau, pour plusieurs activités économiques, c'est bien sûr pour l'eau potable, la gestion la plus harmonieuse possible. Deuxième pilier, c'est se protéger de l'eau. Et ici, bien sûr, vous connaissez ça de manière très proche, le cyclone Bellal qui a dû être géré de manière exemplaire sur l'île de la Réunion. Et enfin, et ce qui prend de plus en plus de place aussi, c'est protéger l'eau elle-même, en quantité et en qualité. Ça peut être de l'eau souterraine, de l'eau superficielle,
Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais les solutions sont apportées également. Il s'agit de l'état chimique de l'eau, mais aussi de la biodiversité qui est autour. Et tout cela dans un contexte où les tensions s'accroissent, contexte de changement climatique, avec des solutions nouvelles qui apparaissent aussi, qu'il faut développer. On a parlé de la réutilisation de l'eau notamment. Donc tout ça est un équilibre fragile qu'il convient d'appuyer le mieux possible. Un rappel également sur cette notion de stress hydrique qui se développe malheureusement au niveau mondial. On estime qu'en 2025, 2/3 de la population mondiale seront placés en situation de stress hydrique. Mais stress hydrique ne rime pas forcément avec une plus grande difficulté d'accès à l'eau. Ce n'est pas forcément à l'endroit où l'eau est la plus rare que les difficultés d'accès à l'eau et à l'assainissement sont les plus importantes. Et c'est à nouveau, sur l'île, c'est très parlant, c'est pas là où il pleut le plus que l'accès à l'eau est le plus facile. Donc ça, c'est pas forcément intuitif, mais c'est très important dans une logique de gestion intégrée de l'eau. Alors, on se déplace donc au Mékong. Il s'agit d'un exemple emblématique de gestion concertée d'un cours d'eau transfrontalier, avec des enjeux aussi croissants. Alors, il ne s'agit pas d'une région avec un stress hydrique très important. Par contre, les effets du changement climatique et la croissance de la population sont vraiment impactants. Alors, le Mékong, c'est le 8e fleuve du monde par son débit, le 10e par sa longueur. Un bassin versant qui concerne 80 millions d'habitants sur 6 pays. On peut d'ailleurs distinguer deux régions, deux macro-régions au niveau du fleuve Mékong. Le Haut Mékong, avec la Chine et la Birmanie, qui sont traversés par les premiers kilomètres du fleuve. Et le Bas Mékong, où se situent d'ailleurs les plus gros enjeux de gestion de l'eau, avec plus de 80% des apports en eau au niveau de ce bassin, et 3/4 de la population qui sont concernés au niveau de ce bassin versant. Alors si on va parcourir un petit peu ce fleuve, juste pour comprendre les enjeux, alors on va se concentrer sur le Bas Mékong. Au Laos, par exemple, où ce sont à peu près 60% des apports de l'eau du Mékong qui sont faits, il y a une politique très marquée de construction de barrages hydroélectriques. On appelle la pile de l'Asie du Sud-Est, le Laos. Et 95% de l'électricité générée est destinée en fait à être revendue. Donc une logique économique très forte et qui bien sûr impacte tout le cours d'eau aval. Si on continue, on peut s'attarder sur le Cambodge, qui héberge le plus grand fleuve d'Asie du Sud-Est, Tonlé Sap, le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. C'est une réserve halieutique énorme et qui a aussi un rôle de régulation du débit de ce fleuve. Il y a un rapport de 1 à 5 entre la période sèche et la période de pluie sur la surface de ce lac. Et donc vous pouvez imaginer que son rôle aussi pour le maintien d'une activité économique lorsque l'eau est basse et son rôle pour réguler le débit, donc éviter les inondations en période de forte pluie, est essentiel. Donc le Cambodge a une responsabilité forte et aussi un enjeu de préservation de ce système. Et enfin, tout au bout, le Vietnam, où se situe le delta du Mékong, c'est le grenier à riz de la région, et qui concentre aussi tous les effets de l'impact du changement climatique, avec remontée de la mer, érosion côtière, inondations plus fréquentes, et aussi une altération assez marquée de l'équilibre des sédimentaires du fleuve, qui conduit à une érosion des berges assez marquée, avec des extractions de sable qui sont assez courantes. Donc vraiment une gestion qui doit être assez fine de ce fleuve. Alors vous pouvez imaginer que c'est compliqué de gérer ces équilibres avec des relations bilatérales entre pays, puisque tout est connecté. Et donc c'est un des endroits les plus exemplaires, on va dire,
de gestion concertée. C'est le comité de bassin à l'échelle transfrontalière qui a été créé, la Mekong River Commission, en 1995, avec 4 pays du bas Mekong. Ce n'est pas parti de rien. Il y avait préalablement une structure du PNUD, suite à la guerre du Vietnam, qui était existante. On va dire que la gestion locale de ce fleuve a été initiée avec la création de cette commission, avec deux grands objectifs. D'abord, générer de la donnée et la partager, donc gestion de connaissances, et aussi lieu d'échange, de concertation. Important à garder en tête aussi que ce n'est pas décisionnaire. Les décisions restent à l'échelle des pays et des structures étatiques, mais cette commission facilite ces échanges concertés. Il y a notamment un sommet intergouvernemental tous les 4 ans entre les différents chefs d'État pour acter les grandes décisions. Donc, au niveau base de connaissances, il s'agit de données hydrométéorologiques, topographiques, de données sur les usages de l'eau, sur les risques liés à ces usages, avec une gestion vraiment avancée de ces données qui sont partagées au niveau public sur un site dédié. Ces données sont aussi utilisées pour faire des prédictions, des modélisations de crues, donc anticiper les impacts. Tout ça est partagé. Au niveau des échanges, il existe des procédures de notification et de consultation qui doivent être mises en place pour tout aménagement du cours principal du fleuve, en particulier si ça conduit à modifier son régime hydrologique. Il y a bien sûr les réunions, les conseils que j'ai évoqués. Tous les ans aussi, un joint committee prend des décisions à l'échelle annuelle sur les budgets. Et toute une série de conférences scientifiques sont là aussi pour partager l'information. Des initiatives, enfin, y compris de normalisation sur la mesure des données, sont aussi concertées. Je finis sur le Mekong par évoquer le projet principal que finance l'AFD pour appuyer cette commission, alors qui bénéficie du soutien de nombreux bailleurs également. L'AFD en particulier s'est concentré sur le volet gestion de connaissances et renforcement de capacité sur la gestion de la donnée hydrométéorologique. Dans l'objectif, bien sûr, de mieux prévoir, prédire les événements dans un contexte de changement climatique. Ce sont 4 millions depuis 2006 de subventions qui ont été octroyées, ce qui a permis de financer plus de 50 stations hydrologiques. Alors c'est l'infrastructure, mais aussi l'exploitation et maintenance pour que cette donnée soit fiable dans le temps. Et, on a discuté aussi cette semaine avec les EPCI. C'est essentiel de maintenir ce volet maintenance, renforcement de capacité pour cette gestion de données, pour que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau en fait. C'est aussi l'occasion de mettre en avant l'expertise française, parce qu'il y a un appui technique par différentes institutions centrales au niveau français, CNR, l'IRD, l'INRAE, l'OIO, qui ils ont différents rôles. D'une part, ont été assez pionniers dans le traitement statistique des données hydrologiques et modélisation. Et actuellement, donc, le Mekong, le cours d'eau principal, dispose de données hydrologiques et de profils annuels en tout point du Mekong, extrêmement précieux pour la gestion de ce cours d'eau. D'autres acteurs ont plus eu un rôle de renforcement de capacité pour l'utilisation de la gestion de la donnée, parce que bien sûr, il ne s'agit pas que cette expertise soit détenue et maintenue au niveau des organismes français. Et donc là, ce sont des institutions complètement autonomes qui gèrent ces données. Alors, l'appui de l'AFD aux organismes de bassin transfrontalier est au cœur de la stratégie aussi au assainissement, notamment en Afrique, avec différents grands fleuves qui sont appuyés de manière similaire. Dans tous les cas, il y a différents volets possibles. Connaissances, comme je viens de l'illustrer au niveau du Mekong. Il y a aussi le financement d'études très en amont, donc, schéma directeur en particulier, études préparatoires, pour que celles-ci puissent avoir lieu de manière la plus concertée possible en amont.
Et dans certains cas, également le renforcement institutionnel pour que la structure qui facilite cette concertation soit fluide et puisse fonctionner de la meilleure manière possible. Bien. J'ai fini. Voilà. Il faut conclure, oui. Alors, juste pour finir et pour essayer de refaire le lien avec le contexte de la Réunion, là je vous ai présenté un exemple à l'échelle transfrontalière. Les problèmes de conflits, de tensions potentielles sont présents à toutes les échelles et aussi les solutions qu'on peut apporter finalement sont assez similaires en fonction de l'échelle. Alors les conflits à l'échelle plus locale sont souvent sur l'accès à l'eau entre agriculteurs, eau potable. Des tensions, hein. Hier on discutait sur le secteur de la Crète par exemple à Saint-Joseph. Là on le voit très clairement. L'accès à l'eau compliquée. Ça peut être aussi de manière plus marquée quand il s'agit d'une gestion d'une nappe d'eau souterraine qui n'est pas renouvelable. Il y a un projet assez marqué aussi en Jordanie avec l'exploitation assez intensive d'un aquifère pour subvenir aux besoins en eau de la population, pour lequel il faut trouver des ressources alternatives. Transfert d'eau entre régions. Donc ici, c'est peut-être l'un des endroits au monde où les transferts d'eau ont bénéficié d'investissements les plus importants et donc qui structurent aussi l'activité de l'île, avec une nouvelle étape qui arrive, le projet Meren qui va nécessiter aussi beaucoup de concertation. Alors, quand on est à l'échelle entre États, parfois ça ne se passe pas toujours aussi bien. Je m'occupe aussi de l'eau et l'assainissement en Égypte en particulier, avec... entre l'Égypte et l'Éthiopie, c'est pas toujours évident. Enfin, il y a des tensions assez fortes liées à la construction de barrages de la Renaissance en Éthiopie qui va réduire le débit du Nil d'environ 20%. Donc, effectivement, on arrive dans une étape où les tensions vont devenir croissantes. Bien. Dans tous les cas, la recette, elle est souvent similaire. Hein. Il s'agit de générer de la connaissance et de la partager, de planifier de manière durable et concertée, c'est les grands aménagements, les grandes politiques, et d'apporter une structure de gouvernance qui permette la concertation. Donc là, on sait que c'est fragile, toutes ces étapes, leur mise en œuvre est fragile. L'AFD intervient en appuyant différentes actions pour soutenir cette approche. Ça peut être des actions d'infrastructure, de financement d'infrastructure, mais aussi des actions plus soft, on va dire, d'études, de gouvernance, organisation, soutenabilité financière. À l'échelle de la Réunion, l'AFD a octroyé des financements pour environ 150 millions depuis 2016, 4 millions de subventions. Et le gros avantage, c'est qu'ici, on bénéficie d'un cadre très clair, le plan eau, avec des contrats de progrès qui ont été signés. Et donc c'est vraiment avec une structure et des acteurs qui permettent cette gestion concertée de manière très efficace. Oui, et contrairement à certaines parties du monde, on bénéficie nous aussi ici de subventions et de beaucoup d'argent en définitive. Je vous remercie, Monsieur Martin Ruel, on peut l'applaudir. Je suis vraiment navré, j'imagine cette frustration parce que c'est vrai que 10 minutes c'est très très court. On est également pris par le temps, on ne pourra pas échanger longuement avec le public. Mais si vous avez une question à poser, vous pouvez lever la main. Et puis on vous tend le micro, monsieur par exemple. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, monsieur, s'il vous plaît? Vous pouvez vous mettre debout pour les captations vidéo, c'est beaucoup plus simple. Merci. Oui, je vous remercie pour votre exposé. Claude Clerc, Écologie Réunion. J'ai retenu au passage que les futurs barrages allaient encore réduire le niveau en aval du débit du bassin du Nil. Comment les paysans en aval vont pouvoir utiliser, s'il y a encore, comment on appelle ça, les débordements du Nil pour fertiliser la plaine. Premièrement. Deuxièmement, on a vu qu'avec le barrage, le grand barrage qui était fait il y a 20 ans, ça fait remonter le sel.
et ça a stérilisé les sols. Alors je vous pose ces questions-là pour savoir si vous pouvez y répondre. Oui, alors peut-être Je vous remercie. une question. Merci beaucoup, monsieur. Très brièvement, monsieur Martin Ruel. Oui, j'essaie de répondre brièvement. Bon, le barrage n'est pas encore complètement rempli, donc les effets ne se font pas sentir. Il y a une grosse négociation, parfois tendue, pour que ce remplissage se fasse le plus lentement possible et trouver des solutions alternatives. L'Égypte s'est engagée dans une recherche de ressources alternatives assez fortement, avec du dessalement notamment, la réutilisation des eaux à grande échelle. Donc ce sont de nouveaux modèles. À nouveau, c'est vraiment un exemple aussi de nouvelle gestion intégrée de ressources. Il reste quand même de l'eau dans le Nil, et ça sera toujours une source principale d'eau pour les agriculteurs. Donc ça restera majeur, mais des ressources alternatives doivent être recherchées. Bien. Et la remontée saline, effectivement, c'est un vrai sujet. Il y a tout un programme. Oui. Il y a tout un programme de drainage du delta en particulier pour limiter aussi cette problématique. Mais oui, avec le changement climatique en particulier aussi, ça devient de plus en plus prégnant. Bien. Merci infiniment. Il y a un problème de limon pour fertiliser la plaine. Oui. S'il n'y a plus de débordement du Nil, où est-ce qu'il y aura le limon? Alors, ce que je vous propose de faire, vous savez, les débats vont être amenés à se poursuivre pendant les pauses et pendant le déjeuner également. Je vous remercie de votre compréhension. Je vous invite à rester avec nous. Merci, monsieur Martin Ruel. Nous continuons sans plus tarder. Est-ce que vous avez des projets sur Madagascar? Oui. La réponse est oui. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir continuer avec vous, monsieur Ronan Legoster. Avec vous, il sera question de la gestion de la ressource en eau à Mayotte. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Je ne sais pas si le micro marche. Oui, Il marche. Non. plus fort peut-être. Et là C'est mieux, bon. effectivement. Ok. Ben, je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais vous faire cette présentation décomposée sur deux thèmes. Donc on va aller à Mayotte et portera sur un focus sur la crise actuelle de l'eau qui a secoué Mayotte et qui est toujours en cours d'ailleurs. Et deuxième thème, je vais vous expliquer la gestion de la ressource en eau à Mayotte. Voilà. Non, celui du bas. Voilà. Focus sur la crise de l'eau à Mayotte. Alors une crise est souvent multifactorielle. Celle de Mayotte n'échappe pas à cette règle. Je vous montre le diagramme des cumuls de pluie et surtout des différences entre les moyennes depuis donc, le début, donc les années 60. Et vous constatez qu'en 2023, on a eu un déficit de pluie record, puisque ça a été la deuxième année la plus sèche jamais enregistrée depuis plus de 60 ans. Cette anomalie de pluviosité a fait en sorte que, en avril 2023, donc c'est la fin officielle de la saison des pluies, puisque la saison des pluies démarre en novembre pour s'achever en avril à Mayotte, eh bien, les deux retenues collinaires de Mayotte qui s'appellent Combani et Dzoumogné et qui sont sollicitées pour produire de l'eau potable en période d'étiage, lorsque les débits dans les cours d'eau et les nappes phréatiques sont au plus bas, eh bien, n'étaient qu'à 38% pour l'une et 18% pour l'autre. Vous imaginez les niveaux enregistrés en fin de saison des pluies, alors que habituellement, ces deux retenues collinaires sont au trop-plein à la fin de la saison des pluies. Donc tout ça, évidemment, a très mal démarré. Et dès... Ah, ça gêne, là, je ne sais pas pourquoi. Dès le mois d'avril, des mesures ont été prises afin de gérer ce maigre stock qui restait dans les deux retenues collinaires, jusqu'à avoir donc des tours d'eau. Donc des tours d'eau à Mayotte, ce sont des secteurs qui sont alternativement alimentés en eau potable. Et donc ces tours d'eau ont généré des coupures d'eau jusqu'à 2 jours sur 3. Donc pendant 48 heures, l'eau était coupée, elle revenait pendant 24 heures. Et ce, donc, jusque récemment, jusqu'en mois de décembre, ça a été donc le régime qui a été adopté par le comité de suivi de la ressource en eau de Mayotte, présidé par le préfet.
À ce jour, les 2 retenues collinaires ont bénéficié d'une saison des pluies abondante, 2023-2024 est une saison des pluies abondantes, qui a permis que les 2 retenues collinaires soient au trop-plein, mais les coupures d'eau n'ont pas cessé pour autant, puisque, premier facteur, donc une sécheresse historique. Alors, je dis que c'est une crise aiguë de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en crise de l'eau à Mayotte depuis 2017. On voit qu'en 2017, on avait eu également une saison des pluies déficitaire. Et depuis 2017, Mayotte est systématiquement soumise à des tours d'eau et des coupures d'eau. Puisque le deuxième facteur qui a alimenté cette crise aiguë de l'eau, c'est le problème de la demande en eau par rapport aux capacités de production de Mayotte. On voit sur le graphe de gauche qu'on a une évolution constante démographique très importante de la population de Mayotte. Donc au dernier recensement en 2017, l'INSEE comptait un peu plus de 250 000 habitants officiellement recensés, puisque les estimations, parce que ce sont des estimations de population, estiment que l'île est plutôt peuplée de entre 400 et 500 000 habitants, en comptant donc la population d'origine clandestine. Donc cet ensemble de tous ces habitants évidemment consomment de l'eau, et les infrastructures, les capacités de production ne sont pas capables de pourvoir aux besoins de consommation. Et on voit qu'en fait, on est sans arrêt en train d'essayer de rattraper un retard structurel, mais qui pour le moment, on n'y parvient pas, étant donné que la population ne cesse d'augmenter et donc les besoins de consommation en eau ne cessent d'augmenter. On voit effectivement qu'en l'espace de moins d'un an, en avril 2023, on était capable de produire, je dis on parce qu'en fait à Mayotte, on a un syndicat unique de production et de distribution d'eau potable qui s'appelle les Eaux de Mayotte, un seul fermier qui s'appelle la Mahorès des Eaux, et qui est donc capable de produire 38 000 m3 par jour pour des besoins de consommation de 42 000 m3 par jour, sachant que les capacités de stockage dans l'île, les réservoirs sont également insuffisants, on a quelques heures de stock possibles, et que moins d'un an plus tard, en février 2024, on a réussi à gagner 3 000 m3 par jour de capacité de production, mais en même temps, les besoins de consommation ont augmenté de 4 000 m3 par jour, et donc on voit qu'on a toujours un retard, et qui donc, malgré le fait qu'on a des retenues collinaires pleines, on est obligé d'avoir des coupures d'eau. Et aujourd'hui, l'eau est coupée un jour sur 2. Encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'eau est coupée un jour sur 2. Alors évidemment, cette crise aiguë de l'eau 2022-2023 est en cours, a eu des impacts socio-économiques énormes sur Mayotte, puisque donc, en l'absence d'eau, la santé publique a été très compliquée. On a eu des recrudescences évidemment d'épidémies de gastro-entérite. On l'a entendu ce matin à la radio, un premier cas de choléra qui a été observé à Mayotte. On a également des conditions de vie qui ont été extrêmement dégradées. Vous imaginez bien que avoir de l'eau un jour sur 3 en milieu tropical, qui plus est, devient très compliqué pour les besoins élémentaires. L'éducation également a pâti de cette crise de l'eau, puisque en l'absence d'eau, les écoles, collèges et lycées devaient fermer, pour au moins ceux qui n'étaient pas sur le chemin de l'eau, puisqu'on a eu un chemin de l'eau qui a été établi pour des établissements prioritaires, comme l'hôpital par exemple, et les écoles, collèges et lycées qui n'étaient pas sur ce chemin prioritaire devaient être fermés en l'absence d'eau. Donc vous imaginez bien que la scolarité de tous les élèves de Mayotte a été largement impactée. L'économie locale a souffert, puisque pas d'eau, pas de béton, donc les travaux publics à l'arrêt, pas d'irrigation pour les agriculteurs, les restaurants, les hôtels également impactés en l'absence d'eau. Évidemment, tout ça a généré des tensions sociales, puisque les abonnés du service d'eau, au départ, ont payé des factures et n'avaient pas d'eau au robinet, donc tout ça a généré des manifestations. Et enfin, des impacts environnementaux majeurs, notamment des impacts très lourds sur la biodiversité, puisque en l'absence d'eau dans les rivières, il y a eu des conséquences pour la biodiversité, et également des surconcentrations de rejets d'eau usée dans les cours d'eau
en l'absence de débit, et également une vaste pollution plastique des bouteilles d'eau usagées, puisqu'on va voir qu'après, dans la diapo d'après, il y a eu énormément d'eau en bouteilles qui ont été distribuées pour que les gens puissent à minima boire. Alors, les réponses à cette crise de l'eau à Mayotte ont été donc de deux ordres, évidemment, de court terme, parce qu'il fallait répondre à l'urgence. Donc l'urgence, ça a été d'essayer d'économiser l'eau au robinet, et surtout, ça a été la distribution de 15 millions de bouteilles d'eau en l'espace de quelques mois, qui ont été distribuées en grande terre et en petite terre à Mayotte. Donc vous imaginez la pollution que ça a généré avec malheureusement, des habitants qui ne restituaient pas les bouteilles d'eau vides ou qui ne les mettaient pas à la poubelle. Il y a eu des arrêtés préfectoraux également qui ont permis d'éviter la spéculation sur le prix de l'eau dans les commerces. Et enfin, à un moment donné, face aux tensions sociales dont je parlais, l'État a décidé de prendre en charge les factures d'eau des abonnés. Tout ça, évidemment, a eu un coût faramineux, puisque en l'espace de quelques mois, ce sont presque 100 millions d'euros qui ont été investis dépensés par l'État pour faire face à cette crise de l'eau. Ensuite, il y a eu des actions qui ont été menées pour essayer d'économiser l'eau dans les rivières, et notamment la destruction de captages d'eau illégaux, puisque on a un problème de prélèvement d'eau sauvage à Mayotte, et la MISEN, la mission interservice de l'eau et de la nature, en collaboration avec le conseil départemental et le bureau que je dirige, a procédé à la destruction de plusieurs captages d'eau dans les rivières. Il y a eu évidemment quelques investissements dans les infrastructures, avec des nouveaux forages. On a la SMAE et les eaux de Mayotte ont mis le paquet sur la recherche et la réduction des fuites. Et également donc des mesures qui vont être un peu plus à moyen et long terme. Celui qui nous intéresse, et la raison pour laquelle aussi on est présent aujourd'hui avec mes deux vice-présidents ici présents, c'est la création très prochaine d'un office de l'eau. Le conseil départemental vient de délibérer pour créer un office de l'eau à Mayotte, puisque Mayotte est le seul département d'outre-mer qui n'est pas doté d'un office de l'eau. Et on a eu donc des échanges très intéressants hier avec son directeur, que je remercie. Également, le département compte s'investir dans le financement d'installations de citernes de récupération d'eau de toiture, voilà, sous réserve que l'ARS nous donne l'autorisation. Et le syndicat des eaux de Mayotte projette la construction très prochaine d'une usine de dessalement de 10 000 m3 par jour en grande terre, qui est donc le seul moyen, le plus rapide, on va dire, pour augmenter rapidement la capacité de production d'eau potable et pourvoir aux besoins de consommation. Et à plus long terme, la construction d'une troisième retenue collinaire, dont on parle depuis plus de 20 ans, mais qui aujourd'hui semble plus avancée. Alors, voilà un rapide focus donc, sur cette crise de l'eau. Et je vais maintenant vous parler de la réponse que le conseil départemental est en train d'apporter pour tâcher de mieux, gérer la ressource en eau à Mayotte. Alors, un petit rappel du contexte réglementaire. C'est important que vous le sachiez, puisque c'est une exception française. Mayotte est le seul département de France où la totalité, l'ensemble, 100% de la ressource en eau douce est la propriété publique de la collectivité. Tout cela est rappelé au chapitre 5 du Code général de la propriété des personnes publiques. Donc toutes les rivières, tous les cours d'eau, tout le réseau hydrographique, les retenues collinaires, mais également les eaux souterraines. Et ça, c'est véritablement une exception, une dérogation, est la propriété publique du département. Alors, en être le propriétaire nous impose également réglementairement des obligations de gestion. Et donc, le bureau que je dirige est le gestionnaire du réseau hydrographique du domaine public fluvial de Mayotte. Alors, en quoi consiste la gestion du domaine public fluvial? On parle de DPF, puisque le DPF, c'est la ressource en eau douce de Mayotte. Eh bien, voilà, on est obligé de maintenir l'écoulement du cours d'eau
dans son profil d'équilibre, de permettre le libre écoulement de l'eau. Donc ça, c'est un peu ce qui fait l'objet du travail qu'on fait au quotidien, qui consiste à enlever tous les obstacles à l'écoulement, et notamment les embâcles, créés par comment dirais-je, des déchets d'origine anthropique et également naturelle. Et enfin, on a une notion de maintenir la meilleure qualité possible de l'eau dans les cours d'eau. Alors, au jour d'aujourd'hui, cet entretien sur l'ensemble de la Grande Terre, puisque la Petite Terre est dépourvue de rivières et donc de domaines publics fluviales et également de nappes phréatiques, cet entretien est réalisé en régie, c'est-à-dire en interne, par 16 agents. Donc vous imaginez bien que c'est absolument pas suffisant à l'échelle d'un réseau hydrographique aussi dense que celui de Mayotte, mais on va voir plus tard qu'on va tâcher d'y remédier. Et également sous la forme d'autorisations d'occupation temporaire qui sont délivrées à des associations qui descendent quotidiennement dans les cours d'eau pour les entretenir. Alors également, on doit veiller à la conservation de ce domaine, et cette gestion de l'intégrité et de la conservation de domaine passe par, j'en parlais, l'instruction de dossiers de demande d'autorisation d'occupation temporaire, pour tout ce qui est aménagement, travaux ou activités, mais également des constats d'infraction, puisque, hélas, à Mayotte, on a beaucoup trop d'incivilités, voire d'infractions très graves dans les cours d'eau. Et donc, on essaye, en tout cas, d'adresser, que ce soit à la DEAL Police de l'eau ou à l'Office français de biodiversité et au parquet, des constats d'infraction pour qu'ils soient ensuite instruits. Alors, pour essayer donc de monter en puissance, parce qu'on voit bien aujourd'hui les défis qu'il y a à entretenir et à gérer, et à protéger et à restaurer la ressource en eau douce à Mayotte, qui est la responsabilité du conseil départemental. Cette crise de l'eau a permis d'améliorer la prise de conscience de cette responsabilité. Et cette réponse, en fait, elle va passer par la mise en œuvre du schéma d'entretien et de restauration des rivières de Mayotte, qui est donc notre fil conducteur, qui est un schéma directeur, qui a été donc déjà élaboré, puisqu'on travaille, on n'a pas attendu cette crise aiguë de l'eau pour travailler dessus. On avait déjà la précédente en 2017, et donc entre 2018 et 2020, ce schéma directeur qui couvre les 17 rivières jugées prioritaires de Mayotte, sur la quarantaine que compte le département de Mayotte, parce qu'elles sont jugées à enjeu prioritaire. Ce schéma, qui est un schéma d'état des lieux, de diagnostic et d'objectifs de gestion et de fiche action, eh bien, a été prolongé en 2021-2022 par une étude de mise en œuvre opérationnelle, afin d'être vraiment sur le terrain, d'être capable, dès lors qu'on aura financement de ce schéma directeur, eh bien, de réaliser tout un tas d'opérations, tout un tas d'interventions qui ont été déjà donc, inventoriées, répertoriées sur ces 17 rivières. Il y aura donc des interventions lourdes réalisées par des entreprises de travaux publics, comme des confortements et restaurations de berges, des curages, la pose de pièges à déchets, la création de trames vertes autour des cours d'eau afin de comment dirais-je, de les préserver, et enfin des opérations dites légères confiées à des associations par des appels à projets qui consisteront à se lancer dans des replantations d'arbres, de ripisylves, et également de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, comme le premier d'entre eux qui est le bambou à Mayotte. Voilà. Et enfin, voilà. Et on a donc toutes ces interventions, les plus de 400 interventions qui ont été déjà répertoriées, ont été toutes localisées, organisées, chiffrées, pour un montant global de 12 millions d'euros, un peu plus de 12 millions d'euros. Voilà ce que pèse le schéma d'entretien. Oui, et on va devoir conclure, monsieur. Oui, c'est la dernière. Voilà, ça tombe bien. Et en novembre 2023, les élus du conseil départemental de Mayotte ont délibéré pour adopter et lancer le schéma d'entretien et de restauration des rivières de Mayotte, afin de préserver la ressource en eau douce de Mayotte, pour les raisons qu'on l'on connaît. Voilà. Et
c'est donc le schéma, plus des participations financières à des collectivités, aux intercommunalités en charge de la GEMAPI. Tout le monde sait ce qu'est la GEMAPI, je pense, ici. Et également faire beaucoup plus de communication et de sensibilisation sur la rareté de la ressource en eau. Et enfin, doter le bureau de la gestion de l'eau de moyens humains et matériels largement plus en adéquation avec ses obligations de gestion. Voilà à peu près ce que va peser cet engagement, 20 millions d'euros sur 3 ans. Donc c'est un signal très fort envoyé par les élus du département de Mayotte pour que la ressource en eau soit protégée et bien gérée. Merci beaucoup. Merci Renan Le Goster. Je rappelle que vous êtes chef du bureau de gestion de l'eau au conseil départemental de Mayotte. On a le temps pour une question au sein de l'Assemblée. Alors peut-être tout à l'heure, monsieur. Christophe de Greenpeace, je crois. Appuyez voilà, sur le bouton. Oui, c'est bon. Bonjour. Est-ce qu'il a été envisagé de valoriser l'intérêt du bambou localement ? Parce qu'on sait que c'est un des meilleurs filtres à carbone en fait. Au niveau des plantes, c'est le meilleur même, je crois. Est-ce qu'il a été donc envisagé de valoriser cette ressource plutôt que de le considérer comme une peste, essayer de l'intégrer comme une ressource fondamentale dans le contexte du réchauffement climatique, pardon. Oui, alors merci pour cette question, parce qu'effectivement j'aurais pu en parler. Les rives des rivières de Mayotte là, sont souvent couverts de bambouseraie extrêmement importantes, et on travaille au jour d'aujourd'hui avec une autorisation d'occupation temporaire qu'on a délivrée à une association qui s'appelle BAM, Bambou à Mayotte, et qui se lance dans la valorisation du bambou comme matériau de construction. Merci, merci beaucoup. Un complément d'information peut-être ? Non, c'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé. Voilà, pour le moment, mais je vous remercie et je vais me pencher dessus. Voilà, s'il nous reste encore un peu de temps après cette table ronde, on va pouvoir de nouveau échanger avec le public. Merci infiniment. Nous allons poursuivre et terminer avec les discussions avec vous, monsieur le maire. Il sera question de l'alimentation en eau potable de la commune du Port sur un plan historique, mais aussi avec des perspectives vis-à-vis du changement climatique. Nous vous écoutons. Prenez un micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Alors, appuyez. Bonjour. Voilà. Merci. Alors j'imagine qu'il faut faire comme ça pour avancer. Donc je reviens. Donc merci de me donner la parole, mesdames, messieurs. Effectivement, la ville du Port aujourd'hui est très préoccupé par la question de la gestion, de la maîtrise, de la préservation de la ressource en eau pour plusieurs raisons, mais je vais, avant d'arriver justement sur la question de la préservation, de la réutilisation de l'eau, qui est le deuxième temps de mon propos, revenir sur un peu l'historique de la mise en place de tout le réseau d'adduction, mais aussi, alors, je vais beaucoup moins parler d'assainissement, mais au moins de la construction des réseaux d'eau au port. On connaît toute l'histoire du port. D'abord, ce que la ville a été dans les années 50. Donc vous voyez, toute la ville a été construite autour de son port. On est en 1950, en 2022. Vous voyez l'évolution que nous avons pu réaliser. Évidemment, mes prédécesseurs avant moi ont construit. C'est une ville alors, où on a pu effectivement se lancer dans la... je ne vais pas envie de dire expérimentation, mais en tout cas sur des défis importants sur la question de l'eau, parce que, comme vous voyez, il y avait rien autour du port. Il a fallu donc construire, aménager, penser le développement de cette ville et bien sûr penser l'arrivée de l'eau dans tous les robinets du territoire. Ça n'a pas été chose facile au départ, et nous voyons et nous avons ici les images que beaucoup de Réunionnais ont certainement connues.
où il s'agissait d'aller chercher l'eau à la fontaine et ramener dans les arrosoirs. Plusieurs défis, on en a relevé 3. D'abord, comme je le disais, approvisionner la population en eau potable, une ville où il a fallu tout construire, où il a fallu tout bâtir autour du port, avec bien sûr 2 sources importantes, Blanche et Denise, qui étaient soumises aux aléas climatiques. Et lorsque les cyclones passaient, il a fallu effectivement, vous voyez, faire des interventions un peu acrobatiques. Et il a fallu en tout cas maintenir les efforts pour davantage structurer notre réseau de distribution. C'est ce que je disais. En 50 ans, depuis 1950 et depuis que l'aménagement, le développement de la ville du port est pensé précisément à partir de 1970, voici toutes les opérations qui ont été réalisées. Je ne vais pas les reprendre avec vous. Peut-être simplement souligner la dernière en 2020 où nous avons pu mettre en place 3 forages qui vient parfois, alors c'est pas noté ici, mais en substitution, il nous est arrivé d'avoir un forage perturbé par des risques de pollution. Donc on le ferme, on ne le réouvre plus du tout, et donc on met en œuvre des travaux pour en ouvrir d'autres sur notre territoire pour permettre, encore une fois, le maintien d'une eau de qualité tous les jours, même en période cyclonique. On aime bien se vanter un peu au port, de se dire, même quand un cyclone n'a de l'eau dans le robinet, c'est une certaine, je dirais pas fierté, mais en tout cas un défi qui a été relevé par mes prédécesseurs et que je m'efforce d'entretenir encore aujourd'hui. Sur la performance du réseau, donc je crois que j'ai affaire à une assemblée de professionnels et de techniciens, donc je vais vous passer la définition de ce que c'est que la performance du réseau. Peut-être sur cet aspect, le sujet est encore d'actualité puisque il faut continuer malgré les pertes d'eau. Nous perdons donc de la ressource en eau, mais également de l'argent, puisque vous voyez, prélevé dans le milieu naturel, il y a un coût sur le traitement de l'eau, sur le pompage, et donc il faut être encore plus performant pour garder un prix de l'eau acceptable. Je poursuis mon propos. Le deuxième défi, se développer et améliorer le cadre de vie des administrés. En plus, donc premier défi, je l'avais dit, c'était de l'eau dans le robinet tout le temps. Maintenant, c'est de pouvoir faire en sorte que l'eau serve à l'aménagement de cette plaine d'égalé qu'était la ville du port dans les années 50 et qui s'est développée avec un objectif majeur de celles et ceux qui ont écrit le schéma directeur en 71, c'est effectivement une des grandes lignes d'arborer, de végétaliser le territoire, ville très minérale à la base, et donc d'en faire plutôt une ville où la végétalisation prend une place importante sur le territoire, et donc des aménagements, des plantations, l'organisation de l'espace s'est faite grâce à la récupération et l'utilisation de l'eau. Aujourd'hui, nous avons à peu près 72 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est là aussi un ratio plutôt intéressant quand on sait d'où on est parti. Et tout à l'heure, on a parlé, on en parlera encore, du changement climatique. Il faut savoir que dans les années 70, les pères fondateurs de ce schéma d'aménagement, ce schéma directeur, avaient l'ambition de diminuer la température sur la ville du port en plantant des arbres et en mettant beaucoup plus d'espaces verts. Le pari est réussi. Bon, évidemment, il fait encore très chaud au port, il faut continuer à planter. Mais voilà aussi ce à quoi peut nous emmener une politique réfléchie, pensée de l'utilisation de l'eau. Donc nous sommes, malgré tout, un territoire où la pluviométrie est assez faible, et donc ce qui nous oblige à utiliser pour les espaces publics, utiliser beaucoup d'eau. Et donc avec un coût important. Alors, rapidement sur le propos, ici, il s'agit de continuer à maintenir, à assurer l'approvisionnement continu d'une eau de qualité pour les usagers,
le développement de la commune et en particulier les espaces verts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, j'ai mis pour rappel un peu les pourcentages de consommation sur le territoire de la ville, où on voit qu'effectivement, même si domestique c'est important, les aspects utilisation de l'eau par les services de la ville ou les industriels, puisque nous sommes un territoire très industriel, sont encore majeurs. Et l'entretien des espaces verts, là aussi, nécessite évidemment beaucoup d'eau. Donc maintenant, troisième défi, sécuriser l'approvisionnement en eau de la population. C'est le projet, initialement appelé REUS et puis VETSE. Il s'agit d'avoir une eau que nous rejetons en mer après la sortie, enfin le traitement en station d'épuration, une eau de très bonne qualité. On sait, la ville du port, on a vu en termes de consommation d'eau, de maintien de cette qualité de vie, j'ai envie de dire parfois de ce confort de vie, nous avons besoin d'utiliser beaucoup d'eau et parfois de l'eau potable pour arroser les terrains de foot. C'est là que l'incohérence arrive. On ne peut pas utiliser de l'eau potable pour arroser les terrains de foot éternellement, sachant qu'on en rejette beaucoup en mer. Donc le projet a consisté à réutiliser cette eau dans un réseau de distribution parallèle, évidemment, pas celui de l'AEP actuellement. Et le défi est de taille. Vous voyez, on a précisé, c'est 30 ans de travail, de réflexion, de débat, de discussion. Un premier pas a été franchi il y a quelques années, en 2018, où on a un premier arrêté en Coderst, arrêté du préfet, qui nous dit effectivement, vous pouvez utiliser cette eau. Bon, maintenant, il faut construire la station de traitement et de redistribution de cette eau réutilisée. Elle a un coût, 19 millions d'euros, sauf que l'expérimentation nous limite. Alors d'abord en termes d'utilisation d'espace pour pouvoir arroser. Et puis surtout, on peut expérimenter sur 5 ans. On ne peut pas amortir un projet à 19 millions sur 5 ans. Donc, oui, vous avez l'arrêté, mais non, vous ne pouvez pas lancer votre opération sur la réutilisation des eaux. Donc, malheureusement, depuis 2018, on n'a pas mis le dossier dans le tiroir, on l'a maintenu, et l'actualité nous a rattrapé, nous, mais aussi le gouvernement, puisque, alors, je reviendrai là-dessus dans un instant, puisque le plan eau annoncé par le gouvernement en 2023 nous demande, et je reviendrai dans un instant, de lancer toutes les expérimentations, par exemple celle de la réutilisation des eaux. Donc j'ai mis ce diapo pour vous montrer que grâce à notre autorisation, si on pouvait l'utiliser, voici les espaces qui seraient concernés par l'arrosage et l'entretien des espaces verts avec de l'eau réutilisée. Si on applique la réglementation, on est limité à ça. Vous voyez, donc là et là, ce qui pour 19 millions vaut pas le coup pour l'instant. Donc on a continué à maintenir nos efforts et comme je le disais, la réglementation nous a permis d'avancer. Alors je reviens pas sur les aspects techniques de ces engagements que nous avons mobilisés, notamment sur la performance sanitaire, la surveillance en temps réel. Enfin, c'est vraiment un concept, un principe, des principes qui donnent naissance à un concept de réutilisation d'une eau de grande qualité avec toute une organisation, une maîtrise de tous les aspects pour bien sûr sécuriser la population, puisque c'est de l'eau qui va être utilisée en aspersion, et donc avec un respect bien sûr des règles, de la réglementation en cours. Malgré tout, donc, ça n'a pas pu avancer. Et comme je le disais dernièrement, démarche vertueuse tout en continuant le verdissement de la ville, j'avance un petit peu pour vous dire que l'arrêté du 14 décembre 2023 nous ouvre un peu plus les portes aujourd'hui, en nous permettant, de ne pas nous limiter à 5 ans dans l'expérimentatation, d'aller plus loin. Donc, on peut repenser le modèle économique aujourd'hui et sur aussi... les aspects de périmètre d'arrosage, d'aspersion, là aussi la réglementation a évolué. Alors peut-être qu'il y a des représentants de l'ARS dans la salle.
je les salue. Et je suis bien content d'être là avec vous aujourd'hui, puisque j'espère que nous allons à nouveau nous revoir. Petite info, lorsqu'on a eu à travailler là-dessus, avant que l'arrêté ne sorte, on était en visio avec les ministères et notamment, alors je sais plus comment il s'appelle, mais le responsable des ARS au niveau national. Le ministère disait il faut y aller. Et l'ARS disait non, mais attendez, il nous faut un avis. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avis conforme de l'ARS sur l'expérimentation, la réutilisation. C'est ce que j'ai entendu et c'est ce que les représentants des ministères ont dit dans cet échange que nous avons eu. Et c'est le principe de cet arrêté. Oui, l'ARS donne un avis, mais c'est plus un avis conforme, ce qui nous permet, mais je voudrais bien ouvrir le sujet, on peut donc aller plus loin sur cette expérimentation. C'est dommage parce que on a peut-être perdu beaucoup de temps et perdu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, espérons que c'est le début d'une belle aventure avec les représentants de l'ARS peut-être. Et, pardonnez-moi. Ah ben voilà, alors je sais pas si c'est l'ARS qui bloque, mais ça j'ai vu. Mesdames et messieurs de l'ARS, préparez vos questions oui, parce que là, pour la suite de la là, il y a un petit souci. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là, puisque après d'ailleurs, je crois que c'est je vous remercie. Donc, je terminerai juste sur un point. J'ai beaucoup parlé de la question de la préservation de la ressource. Il y a deux éléments qui pour moi sont importants. Et c'est pour ça que les responsables politiques se doivent, et heureusement qu'on est là aujourd'hui pour en parler, c'est pas qu'une question technique, l'eau, c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup sanitaire, c'est beaucoup... mais deux éléments. D'abord, l'eau coûte cher, et de plus en plus cher. On a des débats animés au sein de l'interco dans laquelle je siège, comme dans toutes les autres intercos, parce que c'est l'interco qui a récupéré la gestion, distribution de l'eau et assainissement. Et donc, il y a la question de l'évolution du coût de l'eau. Et ça, c'est notre responsabilité d'élus. Faire en sorte que la population, non seulement ait une eau de qualité, mais à un coût abordable. Et je terminerai sur ce point. On parlait de l'Éthiopie et de l'Égypte. Il faut savoir que les grandes révolutions en Amérique latine sont nées d'une raréfaction de la ressource en eau. Je ne voudrais pas qu'on en arrive à des grandes révolutions à La Réunion, mais je ne voudrais pas non plus qu'une eau trop chère fasse que la population, à un moment donné, se rebelle ou refuse de payer. Donc il faut qu'on soit très vigilant aussi dans les choix que nous faisons. Il faut que sur la question de réuse, par exemple, si ça nous permet, le maintien de l'arrivée de l'eau dans nos robinets, ou plutôt l'entretien des espaces, et donc de la qualité de vie sur le territoire, permettre aussi d'utiliser l'eau potable pour les usages, et donc à un coût, je l'espère, inférieur, moindre en tout cas. Donc ce sont des éléments importants. La raréfaction, donc c'est à la fois la cherté de l'eau et puis ne pas avoir d'eau dans son robinet. À Mayotte, on a vu ce que ça peut apporter. Je ne voudrais pas imaginer que la situation se présente à La Réunion. On n'est pas dans les mêmes conditions, bien sûr, mais une eau trop chère posera forcément de gros problèmes. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Du coup, on a légèrement rattrapé notre retard. On va vous demander d'échanger brièvement avec le public, si vous avez des questions. Monsieur Hubert. Merci. En tout cas, merci Olivier de ta présence. Vraiment, régulièrement, lors de mes interventions, je prends l'exemple du port, de cette ville et de la résilience qu'elle a pu faire preuve pour son développement. J'ai été témoin, j'ai connu le port, pas des années 50, mais au moins des années 60-70, où c'était la plaine des galets. C'était une plaine de galets, où le verre n'existait quasiment pas, ou pas du tout,
Et le miracle aujourd'hui, on peut parler de miracle, hein. Quand on traverse le port et ce fameux parc, on peut parler de miracle. Et donc, tout est possible. Tout est possible à condition que, justement, les politiques s'emparent du sujet et se battent. Et je salue ton combat aujourd'hui pour la réutilisation des eaux, parce que je suis témoin aussi, depuis de nombreuses années, on pourrait presque dire un combat de Don Quichotte au départ, parce que tu avais en face des gens qui étaient vraiment très difficiles à convaincre, et aujourd'hui on voit que l'histoire te donne raison. Et de toute façon, on ne pourra pas y échapper. Cette ressource devient de plus en plus rare, que ce soit au niveau local, où on l'a vu, national et international. Il nous faut faire preuve d'invention et changer un peu les concepts. C'est important. Le coût de l'eau, effectivement, est un sujet majeur. Est en discussion permanente. Hein. Heureusement, et je le dis, hein, La Réunion, nous avons été quand même performants en la matière. L'eau à La Réunion reste quand même l'eau la moins chère de France. Nettement en dessous des autres outre-mer et largement aussi en dessous de la moyenne nationale. Malgré tout, rien n'est acquis et nous devons continuer à nous battre pour garder cet acquis et continuer à progresser. Bravo en tout cas pour l'exemple de la ville du Port. Merci. Merci, monsieur Hubert. D'autres questions ou réactions, monsieur ? Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, monsieur. Merci pour qu'on puisse Bonjour à vous toutes voir. et à tous. Bernard Bonnet, président de l'association Vie Océane. J'ai juste une demande à exprimer aux personnes qui seraient capables de nous indiquer combien par personne, par habitant, d'eau est consommée quotidiennement à Mayotte, à La Réunion et en métropole, pourquoi pas. Qui peut apporter la réponse pour nous instruire? Merci. Merci pour votre question. Monsieur Le Goster, peut-être, ou sur Mayotte? Ensuite, monsieur le directeur de l'Office de l'eau, monsieur Badat, pour La Réunion, peut-être? Alors, sur Mayotte, on a des ratios de consommation qui sont faibles. On est plus sur 50 litres par jour. Merci. Bonjour, donc Faisal Badat, directeur de l'Office de l'eau. Donc sur La Réunion, en moyenne, l'ordre de grandeur, c'est 180 litres à 200 litres par jour par habitant. Et le standard national, la moyenne nationale, c'est 148 litres par jour par habitant. Bien. Merci beaucoup. Une autre question, oui. Christophe, peut-être, avant de conclure. Merci de me donner à nouveau la parole. J'ai une question pour Monsieur Waro. Je vais reparler de l'urgence climatique et de l'éventualité d'événements cycloniques de catégorie 5, voire 6. On sait que l'assainissement et la distribution de l'eau sont étroitement liés à l'approvisionnement en énergie électrique notamment. Et on sait aussi que la Réunion a basculé très récemment d'une énergie fossile à une énergie verte pour ce qui est de l'énergie électrique. On devient dépendant de la biomasse qui va nous être importée. Et j'en viens à ma question. Est-ce que les infrastructures portuaires de la ville du Port sont déjà aux normes pour assurer l'approvisionnement en pellets de multiples origines, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique centrale ou je ne sais plus, le Canada aussi? Est-ce que la ville du Port est déjà apte à assurer l'arrivée des pellets qui vont générer la distribution ensuite de l'eau en cas d'événements cycloniques extrêmes, comme nous le prédit le rapport du GIEC de février 2022. C'est des vents à plus de 300 km/h. Enfin, on sait, je suis désolé, c'est une question un peu piège, parce que je sais que les infrastructures actuelles et les grues ne sont pas conçues avec des données suffisantes pour résister aux vents de 300 km/h. Ça, c'est une question troisième dan au moins, ça. Bon, alors c'est une très bonne question. Je ne vais pas faire une réponse très précise parce que vous avez une question très précise, mais j'ai peut-être pas tous les éléments nécessaires, mais avec plaisir pour peut-être échanger davantage sur le sujet. Ce que je sais, c'est que nous sommes déjà, enfin le Grand Port,
organise l'arrivée des pellets de bois qui arrivent d'Amérique du Nord notamment. Et les dômes que nous avons vus, les 4, dont un peu subi Belal, sont les lieux de stockage de ces pellets. Donc ça fonctionne déjà. L'unité de production, enfin EDF, passe de plus en plus à la biomasse. D'abord biomasse avec les pellets, et puis dernièrement biomasse liquide, avec l'arrivée de notamment d'huile de colza qui alimente les turbines. EDF garde quand même une petite réserve au cas où de fuel, comme ça a été longtemps le cas, production d'électricité à base de fuel. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il y a une partie encore en cas de passage de cyclone et que à quoi d'approvisionnement, soit en pellets ou en biomasse liquide, il y a cette petite roue de secours. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact carbone des pellets qui arrivent d'Amérique du Nord, évidemment, est très négatif. Donc, le travail est effectué aujourd'hui pour essayer de s'alimenter sur des pays de la zone océan Indien pour pouvoir diminuer cet impact et cette arrivée. En cas de cyclone, est-ce qu'on est équipé ? Je crois que les différents cyclones ont montré que les équipements de production électrique à partir de l'usine EDF du port, les équipements sont suffisamment solides pour continuer à produire. À base de biomasse liquide ou autre, je pense que oui, très sincèrement. Merci, Monsieur Waro, pour votre réponse. Il nous reste, et merci à vous trois d'être intervenus et d'avoir pris le temps également d'échanger avec le public. Juste avant d'observer une courte pause, j'aimerais vous présenter, j'aimerais faire un petit coup de projecteur là, sur une femme remplie d'humilité. Elle est dotée d'une discrétion respectueuse et surtout d'un talent incroyable. Elle s'appelle Julie Hanlauer. Elle est facilitatrice graphique et depuis ce matin, elle croque l'événement, elle croque les personnes et les scènes en temps réel afin de laisser une empreinte indélébile sur ce séminaire. Mesdames et messieurs, Julie Hanlauer. Bonjour à tous. Alors bon, on a dû avoir quelques petits soucis techniques. Donc oui, je suis Julie Hanlauer, donc facilitatrice graphique. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, un petit peu barbare encore souvent. Mon métier consiste en fait à prendre un contenu, donc qu'il soit oral ou écrit, et le rendre un peu plus digeste, en tout cas par la suite. Donc là, ça a été assez rapide, donc je suis encore en cours de travail dessus. Mais l'idée, c'est on écoute, on capte les idées importantes de ce que vous dites toute la matinée et sur chaque table ronde. Et moi, je vais essayer, avec du texte et des dessins qui vont venir s'agrémenter, de tracer un peu ma synthèse. Alors, j'ai mon propre filtre, parce que je ne suis pas une experte, moi en tout cas, dans la gestion de l'eau et de ce que vous dites. J'arrive en tant que citoyenne de la Réunion et j'écoute un peu toutes ces problématiques autour de l'eau que je trouve vraiment intéressantes. Moi, ce que je retiens déjà de cette première table ronde, c'est que même si on en a un petit peu conscience, c'est que l'eau, effectivement, c'est une ressource qui se raréfie. On voit qu'on commence à avoir des soucis, notamment quand on a eu Belal il n'y a pas eu très longtemps. Donc là, quand on a eu les coupures d'eau, quand on a une coupure d'eau en moins de 24 heures, ça va. Mais quand ça commence à perdurer, là, on commence à rentrer dans des problématiques un peu plus du quotidien. Et quand on voit qu'on ne peut pas aller la chercher, on voit toute l'importance de cette eau qu'on a autour de nous. Et je trouvais que c'était intéressant de voir ce que font dans d'autres pays comme en Asie et ce que peut permettre des organismes comme l'AFD pour permettre tous ces projets qui se mettent en place.
Pardon. Et puis de voir aussi ce que nos voisins vivent aussi au quotidien, en tout cas à Mayotte. Moi, je suis arrivée à La Réunion il n'y a pas très longtemps, et quand on est en métropole, on n'a quand même pas conscience de tout ça. Ça fait 3 ans que je suis là, et je trouve qu'à La Réunion, on a cette chance de pouvoir aussi comprendre et de voir et vivre au quotidien ce que la nature nous inflige et ce qu'on doit y préserver. Et je trouve ce qu'on y met là. Et je trouve formidable aussi ce que fait la ville du Port en essayant de mettre en place la réutilisation de l'eau, parce que c'est des choses qu'on n'arrête pas de se dire aussi un peu au quotidien, mais que nous, en tant que citoyens, on ne peut pas faire à notre niveau. Et c'est bien que des institutions puissent le prendre à leur niveau et nous permettre par la suite. Donc voilà. Donc vous verrez à chaque fin de table ronde, je viendrai y mettre ma petite touche graphique. Vous allez les voir évoluer les captations, parce que là, on a eu 40 minutes pour dire, donc ça va très vite. Et je vais repeaufiner et puis rendre ça quand même un peu plus joli au fur et à mesure. Merci, voilà. Merci Julie. en tout On cas. compte sur vous pour mettre votre grain de sel à l'édifice un peu plus tard dans le courant de cette journée. Nous arrivons au terme de cette première session. Je vous invite, mesdames et messieurs, à observer une courte pause d'une 15aine de minutes, à retourner dans cette salle juste après pour la deuxième table ronde qui s'intitule « L'eau, un bien commun à partager ». À tout à l'heure.